Ignition. Starship heading back to the landing zone. C'était le Starship de notre ami Elon Musk. Elon, si tu nous entends, bienvenue sur Hors Normes dans Tech et Géopolitique avec Pierre Aski. Comment ça va, cher Pierre? Ça va et toi, Marion? Oui, ça va très bien. On est content de se retrouver en plateau, ça fait plaisir. Oui, et puis on est content que cette fusée n'ait pas explosé. Enfin, content pour Elon, mais content pour tout le monde. C'était impressionnant quand même. C'est un exploit après plusieurs crashs, on le sait. Oui. La dernière s'était bien posée. Ouais. Et puis boum. Et puis boum, ça crache, ça fait partie des tests. Mais pourquoi démarrer par le Starship de SpaceX? Tout simplement parce qu'évidemment, c'est un peu dans l'actu et c'est comme ça qu'on avait envie aussi de le présenter. Mais c'est aussi derrière le thème du jour. On avait envie cette semaine de vous parler de la bataille des standards d'innovation. Mais attention, pas l'innovation Clubhouse, l'innovation de rupture, celles qui sont de l'ordre du protocole de communication, des télécommunications, de ce qui est vraiment l'innovation en tant que telle de rupture. Et je crois que c'est aussi par ça que j'avais envie de commencer avec toi, Pierre, avant de démarrer Hors Normes, c'est de faire la différence entre l'innovation en tant que telle, qui est le point de départ, le standard, qui est le devenir en fait de cette émergence de créativité, et puis la norme qui en fait va s'installer après. Est-ce qu'on peut juste redonner un peu le... Oui, parce qu'en fait, on utilise le même mot, et en plus avec la traduction anglaise, c'est encore plus compliqué, parce que norme en français, ça se traduit par standard en anglais, qui a un équivalent français, mais qui ne veut pas dire la même chose. Donc on est dans les faux amis, et effectivement, il ne faut pas confondre ce qui est du domaine de l'innovation. Une entreprise développe un produit et qui lui appartient, elle dépose le brevet et elle a la propriété intellectuelle, ça n'est pas une norme, c'est une innovation. Ensuite, il y a le standard industriel qui, là encore, n'est pas une norme qui peut être définie par une entreprise. Par exemple, prenons un secteur banal, mais je ne sais pas, les chaudières à gaz, il peut y avoir plusieurs standards industriels de chaudières à gaz sans avoir besoin d'avoir une seule norme. Et là, on rentre dans le domaine légal, qui est défini soit par des organismes de normes. En France, il y a l'AFNOR qui définit les normes. Il y a l'équivalent européen. Il y a une organisation des Nations Unies pour ça. Et de l'autre côté, ça peut être donc soit des organisations professionnelles de normes, soit les États, des traités internationaux qui vont définir les normes sur des sujets les plus pointus et les plus sensibles souvent. Et donc, on a tendance à mélanger un peu les trois, mais je pense qu'il faut bien comprendre ce qui est du domaine de l'invention, donc de l'innovation pure, du domaine du standard industriel qui, là, appartient à une entreprise ou un secteur industriel qui définit ses propres standards, mais qui n'ont pas forcément valeur de normes ailleurs. Et puis, la norme qui, elle, s'impose à tout le monde. L'ensemble de règles, la loi. Voilà. Et ce qui permet d'ailleurs, par exemple, à une entreprise française de vendre au Danemark ou au Portugal sans avoir besoin de s'enregistrer à chaque fois dans chaque marché, parce qu'on a en Europe le marché unique. Donc on a souvent reproché à la Commission de faire trop de normes, la taille des bananes, etc. Mais ça a un avantage, c'est que les produits peuvent circuler partout sans avoir besoin d'être adaptés, puisqu'on a les mêmes normes. Voilà, exactement. Alors justement, je voulais rebondir avec un petit clin d'œil. Quand on parle de standards dans l'innovation, on ne parle pas qu'aujourd'hui des technologies. Je vais vous donner un petit exemple. On parlait hier, par exemple, du DVD. Le DVD a été lancé, propulsé comme finalement une norme, qui a été la norme audiovisuelle, et évidemment a généré énormément de consommation. Les industries sont réunies autour. Blu-ray a été aussi le challenger de cette norme-là. Mais j'en avais une pour celles qui nous écoutent qui me paraissait intéressante pour dire qu'aujourd'hui les choses ont changé, mais finalement ça concerne d'autres secteurs. J'ai envie de te parler de Playtex. Tu te souviens de Playtex ? Playtex, non. Eh bien si, les fameux soutiens-gorge. Ah oui, les fameux soutiens-gorge. Mais comme quoi vous allez Oui. voir qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, blockchain, etc., on peut tout à fait le relier à ce qui a été avant des industries, notamment dans le coton. Playtex avait fait une bonnetterie, finalement, ça partait du bonnet, de fabricant de bonnets de coton. Et puis un jour, ils ont innové
parce qu'ils étaient en perte de vitesse, bien évidemment, le système de taille des soutiens-gorge. Et donc, ils ont créé le ABCD. Ça ne te dit rien à toi, non. évidemment, mais à celles qui nous écoutent, ça vous parle. Je suis largué. ABCD de 70 à 95, ça vous parle un peu mieux, messieurs. Et ça a permis de diviser par 5 le coût d'un soutien-gorge. Et c'est devenu un standard. Ouais. Alors ça n'a peut-être rien à voir avec l'innovation, mais ça me faisait plaisir de parler des soutiens-gorge aujourd'hui. Ouais. Et on voit bien justement mais un autre exemple, cette progression, en fait. Finalement. Un autre exemple qui est peut-être plus dans nos sujets, je suis désolé, je suis rabat-joie. Si vous vous souvenez, ceux qui ont plus de 40 ans se souviendront que les premiers téléphones portables, on ne pouvait pas se parler, on ne pouvait pas utiliser un téléphone portable européen aux États-Unis. Ouais. Les gens qui travaillaient des deux côtés de l'Atlantique, ils avaient un téléphone pour les États-Unis, un téléphone pour l'Europe. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus parce qu'on est passé du standard industriel américain et européen à une norme qui s'impose dans le monde entier et qui fait qu'aujourd'hui, un téléphone de n'importe quel pays fonctionne est compatible avec tous les autres, tous les circuits. C'est quand même assez extraordinaire et on voit là l'importance de la norme puisque on parle de milliards, véritablement, de milliards de téléphones qui aujourd'hui sont compatibles quand ils ne l'étaient pas il y a 20 ans. Ah oui, il fallait de toute façon rendre toutes ces industries et ces produits mondialisés. On va accueillir tout à l'heure Gilles Babinet de la Digital Champion pour la Commission européenne et qui est aujourd'hui aussi co-président depuis peu d'ailleurs de ce que peut-être vous connaissez ou pas, le Conseil national du numérique. Et avec Gilles, on va décrypter justement cette bataille, essayer de savoir comment l'Europe tire son épingle du jeu ou pas du tout. Et puis on accueillera aussi Richard Menveux, fondateur de French Web et de Decode Media, qui observe le numérique et l'innovation depuis très longtemps maintenant. Donc on les accueillera tout à l'heure à 19h30. L'actu autour justement des standards, notamment, on adore ce sujet, les semi-conducteurs, c'est Thierry Breton qui aujourd'hui s'est réveillé, disons-le franchement, sur un enjeu stratégique. Alors, parlera-t-on demain de standards ou de normes autour des semi-conducteurs, on le verra. Mais en tout cas, il a présenté un plan d'alliance entre chercheurs et industrie. Oui, là, on est plus dans le rattrapage du retard européen. Et j'écoutais tout à l'heure, il y a à peine 3 heures, Thierry Breton était l'invité d'un forum de l'Atlantic Council, qui est un think tank américain. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je l'entends parler en anglais. Il a un petit accent franchouillard qui est étonnant. Et il rappelait quand même qu'il y a 30 ans, l'Europe produisait près de 40% des semi-conducteurs du monde et qu'aujourd'hui, la part est tombée à 9%. C'est assez étonnant parce que, bon, on parle beaucoup de la désindustrialisation de l'Europe et de la France en particulier. Là, on a un chiffre quand même spectaculaire. Et donc, on se réveille, on sait que TSMC, le Taïwanais, produit 50% des semi-conducteurs du monde, 80% du haut de gamme. C'est une sorte de monopole absolu par une entreprise dans un pays qui, en plus, est au cœur d'un... En replay, évidemment, l'émission de la semaine dernière. Et donc, l'Europe se réveille, mais les États-Unis aussi se réveillent, il faut bien le dire. Là-dessus, le retard, il a été pris aussi par les Américains. Intel était le roi du semi-conducteur. Il est aujourd'hui en deuxième ligue, d'une certaine manière, et il essaye de revenir dans la course. Et l'Europe va mettre de l'argent, pas beaucoup, par rapport aux enjeux, parce que pour donner une échelle de valeur, TSMC, donc ce Taïwanais, va investir 100 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. 100 milliards. La Commission européenne met 10 milliards sur la table. Pour 500 millions d'Européens, 27 pays, et 10 milliards, une entreprise, 100 milliards. Et en espérant doubler cette somme par les apports industriels, puisqu'on est en train de créer donc, en Europe une sorte d'alliance d'entreprises. Il y a quand même 2-3 entreprises qui existent encore et dont une qui produit les machines à fabriquer les semi-conducteurs. Donc il y a encore des acteurs importants. Il y a ST Microelectronics qui est une entreprise franco-italienne aussi. Et donc
ça fera 20 milliards de dollars qui vont être sur la table. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup par rapport à l'enjeu. Et puis, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le savoir-faire industriel, parce qu'on est dans un secteur qui ne cesse de progresser. On connaît la loi de Moore et toutes les règles qui font qu'on évolue en permanence. Et TSMC ouvre l'année prochaine une usine à Taïwan qui va produire des semi-conducteurs, alors la norme du secteur c'est le nanomètre, de 3 nanomètres et l'année suivante de 2 nanomètres. C'est-à-dire c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu. C'est hallucinant. Bref. Et donc l'objectif exposé par Thierry Breton, c'est que l'Europe soit en mesure de faire du 10 nanomètres dans les 5 ans et du 2 peut-être dans 10 ans. Donc voilà, le rattrapage va être long et coûteux et incertain. Mais ils cherchent des alliances. Donc le PDG d'Intel était dans le bureau de Thierry Breton la semaine dernière à Bruxelles. Il a eu un contact aussi avec TSMC qui n'a pas l'air très intéressé de venir en Europe. Mais voilà, c'est un secteur qui est quand même fondamental, quoi. On le voit aujourd'hui avec ces pénuries qui font que des chaînes automobiles s'arrêtent. Et même, on en rigolait, il y avait un titre dans le Financial Times assez drôle sur les grille-pains. La production de grille-pain a été affectée par la pénurie de semi-conducteurs. Ah oui, oui. Ce qui, voilà, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il y a des semi-conducteurs dans les grille-pains, mais peut-être que quelqu'un aura la réponse. Voilà. Donc, alors, je regarde juste la régie pour savoir si tout va bien au niveau du stream, parce que bon, on est en direct et dans les conditions, tout va bien, super. Tout va merci bien, Théo, oui. merci Formidable. Jérémy qui sont avec nous en direct du CFJ, le Centre de formation des journalistes et Gaming Campus. Alors, la bataille des standards, moi ce qui me paraissait intéressant avec toi Pierre, lors de nos discussions, c'est cette approche assez différente selon qu'on est chinois ou américain, espérons-le européen, de la vision en fait, parce que l'innovation ça part d'une vision. C'est intéressant de décrypter ça oui. avec toi. En fait, puisque notre rendez-vous il est sur le croisement entre tech et géopolitique, et là on est sur un sujet qui est peut-être abstrait pour la plupart des gens, parce que voilà, quand on achète un produit, on ne pense pas à toute cette dimension, mais il est fondamental. Et là où on a un moment intéressant, c'est que pendant très longtemps, la définition des normes a été monopolisée, par définition presque, par les États-Unis, l'Europe, le Japon. Les 3 puissances historiques ouais. qui avaient des entreprises innovantes, etc. Et donc, il y avait de la concurrence entre elles, mais on était dans le même monde d'une certaine manière. Arrive la Chine, qui, à partir des années 90, devient progressivement ce qu'on a appelé l'usine du monde, c'est-à-dire le lieu d'abord de la sous-traitance, mais avec un appétit croissant pour faire monter ses propres entreprises, ses propres produits, son propre marché intérieur et ses propres exportations. Et la Chine, depuis le début des années 2000, veut devenir un acteur du système normatif parce que c'est un enjeu industriel et de puissance, il faut bien le dire, majeur. Et donc, elle s'y est prise au début d'une manière un peu cavalière, c'est-à-dire, moi j'ai vécu donc, en Chine de 2000 à 2006, et à cette époque, il y a eu 2-3 affaires qui ont fait beaucoup de bruit dans tout le secteur de la tech mondiale, parce que la Chine, tout d'un coup, impose un standard. Et dit « Ah ben, vous ne vendez pas vos produits en Chine si vous n'introduisez pas notre norme chinoise de chiffrement du Wi-Fi. » Et donc les autres disaient « Mais attendez, votre norme, d'abord, elle n'est pas compatible avec les standards européens ou américains. Et on ne va pas faire des produits spécifiques, ça va vous compliquer tout. » Et il y avait un côté diktat sans passer par les rouages habituels du système normatif international. Et il y a eu la même chose sur les DVD.
tout d'un coup, la Chine est arrivée avec son propre standard et a essayé de torpiller l'industrie sans en avoir les moyens. Et donc, il y a eu 2-3 affaires comme ça, très sur la RFID aussi, les puces RFID de traçage des produits, etc. Les Chinois se sont dit, voilà, en gros, on arrive trop tard pour toutes les vieilles industries. On n'est pas les normes ont été faites et la Chine n'avait pas d'autre moyen que de s'y plier. Donc elle a essayé, dans les début des années 2000, d'y rajouter des petites choses comme ça, de mettre un pied dans la porte dans tous ces domaines. Et elle s'est fait un petit peu renvoyer dans les cordes par les géants industriels et par le monde occidental qui avait un rapport de force favorable avec la Chine à l'époque. Et depuis, on a une Chine qui a appris à jouer avec ce secteur. Et aujourd'hui, on est dans un moment assez crucial parce que la Chine elle a deux fers au feu. Elle essaye d'être le pays qui définit les normes de tous les nouveaux secteurs, donc les secteurs de l'avenir. La 5G, évidemment, on en a énormément parlé avec Huawei, la bataille avec Trump, ça fait 2 ans que ça dure et c'est devenu le cœur de l'affrontement sino-américain. Donc il y a la 5G et demain la 6G, enfin demain, c'est déjà aujourd'hui qu'on prépare la 6G, l'expérimentation commence déjà et donc la définition des normes sera un enjeu formidable. Mais aussi l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, les batteries électriques qui sont essentiellement aujourd'hui produites en Chine. Oui. C'est en train de changer, mais la Chine a déposé des dizaines et des dizaines de brevets et elle essaye d'être présente dans la définition des normes, non seulement sur les batteries, mais sur tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la production du lithium et toutes les phases industrielles qui précèdent la fabrication de la batterie. Tous les secteurs sur lesquels il y a aujourd'hui un champ vierge, ils arrivent et ils ont de l'innovation, de la force de frappe technologique et industrielle et une volonté d'État. Et donc, ils ont en gros coché toutes les cases qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans et qu'ils ont aujourd'hui. Et donc on est dans tous ces domaines, dans les smart cities, dans tous les domaines de l'innovation aujourd'hui, on retrouve cette bataille. Et du côté occidental, il y a eu tout d'un coup un réveil. Alors c'est l'administration Trump qui a sonné la charge pour des raisons totalement stratégiques. Parce que c'est le fameux moment Spoutnik qui est notre gimmick d'une certaine manière. Je répète pour ceux qui n'étaient pas attentifs les semaines précédentes, mais le moment Spoutnik, c'est lorsque l'URSS lance le premier engin dans l'espace, le Spoutnik, et les Américains... Non pas le vaccin. Oui, pas le vaccin, oui, absolument. Oui. Et les Américains sont pris par surprise. Et ils découvrent que l'URSS a un coup d'avance dans l'espace. Et à ce moment-là, les Américains lancent 2 institutions. L'une, c'est la NASA, qu'on connaît bien et qui a envoyé ensuite l'homme dans la Lune, etc. Et l'autre, qui est moins connue mais qui est tout aussi importante, c'est la DARPA, donc, dont la tâche, la mission, c'est de faire que les États-Unis gardent un coup d'avance dans les technologies de rupture. Or, aujourd'hui, on a une Chine qui a publié, et c'est ça qui a un peu sonné le tocsin à Washington, un document qui s'appelle Chine 2025. 2025, c'est dans 3 ans, ça vient vite, dans lequel la Chine donne la liste des technologies de rupture, donc intelligence artificielle, etc., quantique, robotique, biotechnologie, enfin, il y a toute la liste sur lesquelles elle veut être la puissance dominante. Et donc, c'est là qu'intervient donc cette bataille des normes. Et là où on se rend compte que
que tout d'un coup, il y a un enjeu géopolitique qui s'est installé là où il y avait une sorte d'endormissement général sans que personne n'y trouve trop à redire. C'est que l'année dernière, il y a eu un poste qui se libérait dans l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle, qui en anglais c'est WIPO et en français OMPI. Et donc le secrétaire général ou le directeur général de cette organisation, qui dépend des Nations Unies, devait être élu. Et le candidat chinois était le favori, parce que la Chine sait faire aujourd'hui pour se faire élire dans les structures des Nations Unies. Elle a tous les pays de la route de la soie, etc., qui votent pour elle et tout. Et tout d'un coup, les Américains ont organisé une contre-offensive et ils ont réussi à bloquer l'élection du candidat chinois. Et c'est un Singapourien qui a été élu, porté par les États-Unis. Et donc là, tout d'un coup, on voit qu'un enjeu qui peut sembler tellement éloigné de ce qu'on appelle généralement la géopolitique devient le cœur du réacteur de l'affrontement aujourd'hui, parce que contrairement à ce qu'on croit, le cœur de l'affrontement sino-américain, il n'est pas avec des porte-avions en mer de Chine, ça en fait partie évidemment, mais il est dans la technologie aujourd'hui. Et la technologie, elle passe par cette définition des normes. Donc il y a cette double voie chinoise. D'un côté, donc, la Chine joue le jeu, mais en faisant de l'entrisme dans le système international des normes. Et de l'autre côté, elle a sa propre voie, qui est celle des routes de la soie. Et donc, à travers les routes de la soie, il y a notamment un volet numérique des routes de la soie. Il y a la construction de ports, d'infrastructures, etc. Mais il y a aussi les routes de la soie numériques. Et là, il y a la création d'un système de normatif parallèle. Et d'ailleurs d'un système institutionnel parallèle aussi, un système financier parallèle, avec ses propres cours d'appel, avec sa banque de développement, etc. Et là, il y a une vieille problématique qui est: est-ce que la Chine prend sa place dans le système international, ou est-ce qu'elle est en train de créer son système parallèle? Et en fait, elle fait les deux. Et là où cette histoire est extraordinaire, c'est que ça fait 20 ans que la problématique est sur la table. Et tout à l'heure, je regardais dans mes vieilles archives de l'époque où j'habitais en Chine, et j'ai retrouvé une coupure de 2004 dans laquelle le sous-secrétaire d'État américain au commerce, sous-secrétaire au commerce, Philip Bond, déclare les normes sont devenues le nouveau champ de bataille, hélas. Donc on est en 2004. Il y a 17 ans, un responsable américain disait déjà les normes sont le nouveau champ de bataille mondial. Et il accusait la Chine justement de ne pas jouer le jeu, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que d'une certaine manière, il y a eu 15 ans entre les deux où il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'on a, peut-être parce que les Américains faisaient la guerre en Irak et en Afghanistan, peut-être parce que on a vécu sur cette idée que la Chine était bonne pour faire de la sous-traitance, etc., et qu'on n'a pas vu monter une véritable puissance chinoise. Alors, ce qui est embêtant dans ce débat, c'est que d'un certain côté, que la Chine prenne sa place autour de la table, c'est logique, c'est normal. Elle a aujourd'hui des entreprises qui sont hyper performantes. Elle a depuis longtemps quitté les rivages de la copie, puisqu'on disait beaucoup ils font que copier, etc. Aujourd'hui, il y a des secteurs entiers sur lesquels elle a des coups d'avance. Les fintech, par exemple. Il y a plein de domaines dans lesquels la Chine a su innover. Et c'est lui faire injure à son histoire et à sa taille et à l'intelligence humaine que de penser qu'elle n'en était pas capable. Et donc, il y a une part légitime de se dire, voilà, la Chine aujourd'hui, c'est 15% de l'économie mondiale, c'est normal qu'elle soit autour de la table. L'autre côté, c'est que il y a une démarche de puissance et une démarche idéologique dans la manière dont la Chine
avance ses pions et qui fait que tout ça devient très vite conflictuel parce qu'on est dans des enjeux de puissance et pas simplement des enjeux de concurrence économique ou technologique. Tu parlais, et n'hésitez pas à nous challenger et interroger Pierre sur ce qu'on se dit là. Évidemment, le chat est juste devant nous, donc on serait ravis que vous participiez à notre discussion. Tu parlais de cette institution qui dépend de l'ONU et que la Chine a essayé de pénétrer. Il me semble aussi que les brevets, l'organisation des brevets est très très stratégique pour la Chine. Alors, il y a l'organisation des brevets et il y a l'organisation internationale des télécoms. Et là, qui est dirigée par un Chinois. Que j'ai rencontré à Genève il y a 2 ans. Qui est encore à la tête, je crois, jusqu'en 2023. C'est ITU. Voilà, ITU. Et UIT. UIT, pardon. En Suisse. Et là, évidemment, c'est aussi fondamental parce que 5G, 6G, etc. Et là-dessus, je rappelle une anecdote que j'avais déjà racontée une fois, mais qui m'avait frappé et qui est pertinente pour notre discussion aujourd'hui. C'était lorsqu'on est passé de la 2G, on n'appelait pas ça la 2G à l'époque, mais à la 3G. Et c'était donc en 2003 ou quelque chose comme ça. Quand tu étais pour Libération. Quand j'étais correspondant de Libération en Chine. Et à l'époque, il y avait 2 systèmes internationaux. Il y avait le CDMA américain et le GSM européen. Et les Chinois avaient 3 opérateurs télécoms, 2 en GSM, 1 en CDMA. Et lors du passage à la 3G, les Chinois annoncent qu'ils ont créé leur propre standard, qui s'appelle TD-CDMA. Ils avaient modifié 2-3 trucs sur le CDMA et ils en avaient fait un standard purement chinois. Et ils avaient attribué ça au plus petit des 3 opérateurs. Et donc ça n'avait aucun sens parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ils compliquaient la gestion, en gros, à tout point de vue, l'interopérabilité, etc., avec une 3e, avec leurs propres normes qui n'étaient même pas exportées, qui étaient purement utilisées par le plus petit opérateur. Et donc j'étais allé voir le représentant de France Télécom, ça s'appelait comme ça à l'époque, à Pékin, et il m'avait expliqué, et il m'avait dit, mais c'était, je répète, il y a 17-18 ans, il m'avait dit que c'était parfaitement cohérent, c'est-à-dire qu'il mettait avec cette nouvelle norme le doigt de pied dans la porte, qu'à la génération suivante, ils auraient mis la jambe entière, et qu'à la génération suivante, c'est eux qui définiraient les normes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque 3, 4, 5e génération, Huawei est dominant. Et s'il n'y avait pas eu toute la bataille des 2 dernières années, Huawei et donc les normes chinoises auraient été en tout cas dominantes. Et là, on voit qu'il y a quelque chose que nous avons perdu, nous, en Europe et même dans une très large mesure aux États-Unis, qui est cette capacité à se projeter loin. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en France qui soient capables de se dire « dans 18 ans, on sera là ». Si, il y en a, mais il faudra les faire venir en plateau, et ils sont quelques-uns en France, je t'assure, Pierre. Oui, mais ils n'ont pas les leviers du pouvoir, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'au départ, pardon de te couper, mais c'est pour ça qu'au départ, pour moi, la question fondamentale, et je le disais comme ça tout à l'heure, c'est la vision en fait. Tout part de là. Les Chinois ont une vision, comme tu l'as expliqué. Les Américains, évidemment, sont des visionnaires, on le sait. On les connaît tous et ils sont célèbres. C'est ça le nerf de la guerre. C'est d'abord de se projeter le plus loin possible. Oui. C'est là que ça se joue. Mais la différence, c'est qu'effectivement, on a commencé avec la fusée d'Elon Musk. Là, on a évidemment quelqu'un de visionnaire, contestable par plein d'aspects, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever cette dimension et il l'a prouvé dans presque tout ce qu'il a fait ces dernières années. Les Chinois, c'est autre chose. C'est un système étatico-industriel qui est aux commandes, qui s'appuie sur une sorte de techno-nationalisme. D'ailleurs, le mot commence à être utilisé, c'est drôle parce que c'est un mot un peu barbare, techno-nationalisme,
qu'on voit sortir de plus en plus et qui est peut-être la norme, entre guillemets, des prochaines décennies, si la phase actuelle tourne mal, et elle est en train de mal tourner, il faut bien le dire. C'est-à-dire la phase de divergence. Parce qu'on parle beaucoup on emploie parfois le mot guerre froide pour expliquer le contexte géopolitique dans lequel on est, qui peut être utilisé. Moi, je pense qu'il est tout à fait pertinent, mais à condition d'oublier ce qu'a été la première guerre froide. Et d'une certaine manière, de la même manière qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui n'étaient pas du tout les mêmes, même si certains des acteurs étaient les mêmes. Là, entre la Première Guerre froide et celle que nous commençons à vivre, il y a d'énormes différences, puisque entre l'URSS et les États-Unis, par exemple, il n'y avait aucun échange économique, aucun échange humain. Aujourd'hui, il y a 200 000 étudiants chinois aux États-Unis, hors Covid. Il y a des dizaines, des centaines de milliards de dollars américains investis aux États-Unis, des entreprises chinoises comme Alibaba cotées à Wall Street. Donc ça, c'était impensable à l'époque de la guerre froide. Là où le concept de guerre froide est pertinent, c'est qu'effectivement, on est là où il y avait une volonté d'intégration et justement d'échange, on est aujourd'hui en train de prendre des chemins divergents. Et est-ce que ces chemins divergents iront jusqu'à la divergence des normes ? Là, ça serait une véritable rupture, c'est-à-dire qu'on aurait effectivement un système normatif occidental et un système normatif chinois, avec chacun ses pays clients qui peuvent utiliser l'un ou l'autre, voire les deux. Et là, ça serait extrêmement grave parce qu'on créerait un monde infernal là où on était en train justement, parce que l'exemple que je donnais de la téléphonie, on avait deux systèmes qui ne pouvaient pas communiquer, on a réussi à en créer un seul, et là on va de nouveau aller vers deux systèmes, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, si on n'arrive pas à surmonter les divisions actuelles. Tu parlais d'Elon Musk, et pour ceux qui nous écoutent, on parlait à l'instant de la 5G, mais arrêtons-nous 2 minutes sur l'énergie et les impacts du secteur automobile. Il a tout cassé, Elon Musk, avec ses superchargeurs et ses batteries électriques. On voit une Tesla derrière toi. Clairement, il a secoué tout le monde. Là aussi, l'équation j'innove, je fais émerger une innovation, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Je fine-tune, comme on dit en anglais, mon produit, je trouve mon marché, je crée un début de standard. On y est là, clairement, non ? Non seulement ça, mais en plus, il a eu tous les rieurs contre lui, c'est-à-dire des gens qui ont dit « ouais, elles sont magnifiques ces bagnoles, mais elles valent 100 000 $ et elles s'adressent au Happy Few et ça ne sera jamais amorti et ça sera jamais… » Voilà. Bon, aujourd'hui, il a sa Gigafactory aux États-Unis, il en a une à Shanghai, il en a une qui est en cours de construction. Il y avait un article intéressant dans les Échos hier sur les déboires de la construction en Allemagne où on se rend compte que l'Europe est un continent où il n'est pas facile d'innover parfois parce qu'il y a des pesanteurs, des lourdeurs technocratiques et autres qui ont parfois des bons côtés parce qu'il y a un respect notamment des normes environnementales, etc., mais qui font que cette usine va avoir du retard. Mais en tout cas, il a créé non seulement il a créé un standard qui s'est aujourd'hui imposé et la voiture électrique est en train de devenir c'est ça, en termes de vente, c'est en et deuxièmement, son entreprise, elle existe réellement et elle fait du chiffre d'affaires et elle vend des voitures. C'est pas simplement une lubie de milliardaire qui est prêt à perdre son argent, etc. Donc, mais il s'était passé la même chose avec Amazon au début. Amazon a perdu de l'argent pendant je ne sais pas combien d'années, pendant 15 ans. Très lourde dette. Et tout le monde disait, mais ça, comment se fait-il que tout le monde continue à investir dans cette entreprise alors qu'elle perd de l'argent depuis le début. Et à l'arrivée,
Aujourd'hui, Amazon, c'est le leader toute catégorie qui a voilà. Et c'est des leçons quand même ça d'humilité sur les critiques qu'on peut faire parfois un peu rapides. Voilà. Oui, ça aurait pu être un délire de la Silicon Valley. Ça démontre que non, finalement. Il a effectivement bousculé toute une industrie. Petit détail intéressant sur Tesla. Une partie des pertes de Tesla ces dernières années étaient épongées par un système assez surprenant qui est l'achat de crédit carbone. C'est-à-dire que les entreprises, alors je ne suis pas un spécialiste du tout de ce système, mais dans ce que je comprends, les entreprises qui émettent trop de CO2 peuvent acheter des crédits auprès d'entreprises vertueuses. Et comme Tesla ne fait pas de CO2, Tesla pouvait vendre à profusion ces crédits et gagner beaucoup d'argent comme ça. Or, cette année, j'ai lu ça dans le Financial Times, qui est une bonne source sur ces sujets, Stellantis, qui est la fusion de Fiat et PSA, n'a plus besoin d'acheter de crédit. Ils ont cette année, par la progression de leur vente de voitures électriques, j'imagine, ils ont suffisamment ils ont baissé leur charge de CO2 et donc ils vont arrêter de verser des centaines de millions de dollars de crédit carbone à Tesla. Et voilà, on ne sait pas quel impact ça aura sur les comptes de Tesla, qui par ailleurs a progressé du côté de ses ventes. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment cette économie parallèle le carbone a business. joué. Ouais. Le carbone business, effectivement, peu le savent, mais je vous invite à lire Vincent Hédin, qui est chroniqueur à Uzbek Erika, qu'on salue d'ailleurs, qui a écrit un livre là-dessus, l'hôpital, quand la charité se fout de l'hôpital, et qui parle très bien justement de ce carbone business qui permet aujourd'hui à des entreprises polluantes de pouvoir faire un peu de la RSE à pas cher, on va dire, en achetant ces crédits carbone. Avant qu'on accueille Gilles Babinet, je demanderai juste à Jérémy et Théo en régie s'ils nous rejoignent et dans combien de temps, pour qu'on évoque ensemble ces innovations futures. On a parlé de 5G, on a parlé d'énergie, d'électrique. On parle aussi d'intelligence artificielle parce qu'on l'a évoqué déjà précédemment avec toi, Pierre. La grosse bataille, elle est là aussi. C'est qui va maîtriser demain l'intelligence artificielle, les applicatifs, bien sûr, mais aussi de ce qu'on va en faire. Et ça, c'est un énorme sujet. Et en particulier, c'est un sujet qui a des dimensions, et c'est là que le système chinois aussi pose des problèmes, qui a des dimensions éthiques. Bien sûr, très discutables. Et là, je pense qu'il y a un enjeu à ce que ce ne soit pas la Chine qui définisse toute seule les normes de l'intelligence artificielle de demain, parce qu'on est au cœur de quelque chose qui va façonner nos vies et qui, que ce soit dans la protection des données, dans le prisme des algorithmes, etc., on voit bien, et on a déjà parlé par exemple de ce qui s'est passé chez Google avec l'explosion de ce département éthique de Google qui devait veiller à ce que Google respecte des normes éthiques dans son développement d'intelligence artificielle. Et il y a eu des gens virés, d'autres sont partis, etc. On voit bien c'est un des enjeux, je pense, majeurs des prochaines années. Là encore, les enjeux invisibles, c'est-à-dire que c'est des choses dont on subira les conséquences, que le grand public maîtrise mal et sur lesquels on a du mal à mobiliser les gens, mais qui en même temps sont centraux. Un petit bonjour à Quam42 qu'on salue aux États-Unis. Merci d'être avec nous, qui nous dit « La lourdeur administrative américaine n'a rien à envier à celle de la Californie et pire, celle de la Silicon Valley. Je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle l'Europe est à la traîne en termes d'innovation. » J'aimerais bien poser cette remarque à Gilles qui va nous rejoindre. Ouais. Concrètement, c'est quoi un crédit carbone? On est d'accord que ce n'est pas quelque chose de physique ou même réel, non.
Non, non, c'est pas du tout la même chose, mais là aussi, je vous renvoie à Vincent Hédin qui en parle très bien dans son livre. Pas plus ou pas que n'importe quel crédit, non. Je ne sais pas très bien, honnêtement, comment ça fonctionne, ces crédits carbone. C'est une forme de licence, en fait, non? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour des entreprises multinationales, elles peuvent aussi équilibrer entre des pays. C'est-à-dire qu'elles peuvent polluer au Brésil et se rattraper sur leur usine en Suède. Et c'est abstrait, mais en gros, c'est une colonne plus et une colonne moins. On produit tant de CO2 et ensuite on s'achète une virginité et ça revient à coup de ensuite dollars. Dans les rapports extra-financiers. Tout est normal. Alors, on accueille avec grand plaisir Gilles Babinet et Richard Menveux. Est-ce que vous nous entendez, Gilles et Très Richard? bien. Welcome. Très bien, très bien. Et salut. Bonjour à vous tous, à Marion, Char, je vois là, de l'autre côté de l'écran. La et à Pierre, évidemment, c'est j'entends. formidable, ça marche, c'est génial. Nous, on est ici et vous êtes installés à distance. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette demi-heure et on a aussi du monde en ligne. L'idée, c'est qu'on évoque, vous le savez, aujourd'hui, les standards d'innovation, le futur de ces rivalités technologiques. Gilles, avant de rebondir sur ces fameux standards, que te dit ce qu'on aborde avec Pierre chaque semaine, la tech et géopolitique, toi, qui, je le rappelle, est au cœur du sujet, notamment pour la Commission européenne et aujourd'hui pour le Conseil national du numérique. Ça te parle enfin aussi, toi, ces enjeux géopolitiques liés à l'innovation? Oui, alors moi, ça fait très longtemps que j'explique qu'il doit y avoir un alignement effectivement entre un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir économique, le pouvoir militaire, le pouvoir politique, et que c'est à cette condition que on parvient à faire émerger les pouvoirs de demain. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les États-Unis dans les années 60 et jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même, au travers de l'outil militaire, d'être capable de définir les standards qui sont ceux qui nous sont imposés aujourd'hui. La Chine a très astucieusement répliqué ça, mais je pense que ce modèle n'est pas encore totalement abouti. C'est-à-dire que on peut très bien aujourd'hui, en analysant ce qui a été fait, faire quelque chose qui est probablement encore supérieur que ce qu'ont fait les Chinois et les Européens, les Américains à cet égard. J'ai un écho extrêmement qui me rend difficile de m'exprimer parce que j'entends ma propre voix qui revient avec quel... Ah voilà, magnifique. Voilà, merci. Super. Pour le coup, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Si, on t'entend bien, Gilles. Voilà, super. Donc voilà, c'est un enjeu qui est, l'écho est revenu, c'est un enjeu qui est, je pense, partiellement compris à Bruxelles, mais c'est quand même un enjeu qui est surtout résolu par ce que j'appellerais les empires modernes, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'articuler des forces de nature extrêmement différentes. Et l'Europe, notamment parce que elle n'a pas un outil militaire intégré, et encore moins un outil cybermilitaire intégré, est quand même un peu handicapée à cet égard. Le grand paradoxe, et Pierre l'a extrêmement bien résumé, c'est que on a été capable de créer des normes mondiales, deux d'entre elles dont une que Pierre a citée, le GSM et effectivement le CDMA qui concurrençait le TDMA, et puis une norme quand même qu'il faut pas oublier qui est le web, le HTTP, entre autres choses, qui a été créé sur le sol européen. Donc on a cette capacité. Encore faut-il la rendre explicite, que ce soit plus un peu le fait du hasard ou d'une bonne conjonction de facteurs, et qu'on soit capable de démultiplier ce type d'initiative. La Chine le fait bien, mais elle fait aussi beaucoup d'erreurs. La Chine fait un certain nombre d'erreurs, notamment d'affirmer trop fortement son hard power, et ce qui aboutit à une scission. C'est-à-dire que les normes technologiques chinoises, elles ne sont pas aujourd'hui en passe d'envahir le monde. Par exemple, les systèmes de hand financial ou les systèmes de paiement de WeChat n'ont pas réussi réellement, au-delà de quelques pays
généralement périphériques à la Chine à devenir des systèmes globalisés. Pierre, tu veux réagir avant que je passe la parole à Richard? Et c'est vrai que l'Europe a gardé aujourd'hui cette capacité sur des thématiques, je dirais presque de protection, qui sont par exemple le RGDP, voilà, qui a été développé, la protection des données, qui a été développée en Europe et qui s'est imposée de fait aux entreprises globales à partir de l'Europe, ou les standards environnementaux européens qui sont devenus progressivement. Moi, j'avais toujours été frappé quand j'étais en Chine sur le fait que toute l'industrie automobile, par exemple chinoise, se référait aux standards Euro 3, 4, 5, voilà, qui sont les normes. C'est-à-dire que sur ces sujets, on définit par le haut la norme. Mais voilà, on aimerait bien le faire aussi sur l'intelligence artificielle ou la reconnaissance faciale. Mais la taille et là c'est ça qui est important aussi, c'est que la taille du marché européen fait que lorsque l'Europe dit une chose sur la protection des données, ça pèse et ça n'est pas indifférent sur le reste du monde, y compris auprès de gens qui n'avaient aucune envie de s'embarquer sur cette voie. Je rappelle à nos chers Twitchers que vous pouvez évidemment nous couper la parole, mais pas le son, sur cette discussion. Bienvenue. Richard Menveux, fondateur de French Web et d'Icon Media. Tu m'entends ? Oui, je vous entends bien. Bon, super, on est ravis de t'avoir avec nous. Comment tu vois quelle est ta vision, toi, par rapport à ce qu'on appelle les standards d'innovation, toi qui suis notamment au travers de contenus que tu produis avec Olivier Ezrati, par exemple, je pense à Quantum, sur les évolutions d'intelligence artificielle et toutes les actus qu'il y a autour. Qu'est-ce que ça te dit, toi ? Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a un monde qui est assez bouleversé par ce qui arrive et comment tu vois l'avenir ? Alors, je voudrais juste compléter ce qui a été dit sur les différentes dimensions des normes. Il y a les dimensions effectivement économiques, politiques. Il y en a une qui est celle de l'usage aussi. Et je vais prendre un exemple très simple, qui est le MP3 par exemple, qui s'est développé justement grâce à un usage massif des consommateurs. Dans les cryptos, on voit aujourd'hui que le Bitcoin s'inscrit également et cela au travers d'un usage qui est plutôt drivé par les utilisateurs. Et ça, c'est une dimension qu'on a tendance à oublier, qu'il faut vraiment avoir en tête en termes de développement. Ce qui est assez intéressant aussi et je rebondis sur ce que disait Gilles tout à l'heure, les normes peuvent être vues différemment en fonction des pays. Aux États-Unis, on va avoir une dimension extrêmement économique. On est dans une logique de protection de marché. On va avoir des entreprises qui brevettent au maximum leurs innovations, et ça de manière extrêmement structurée, extrêmement documentée. Le nombre de brevets déposés par Amazon, par Apple, etc., chaque année s'accroît. Je crois qu'ils déposent encore plus de brevets aujourd'hui qu'ils n'en ont jamais déposé. Vu de la Chine, c'est une autre façon de l'appréhender, effectivement, de pouvoir mieux réguler, entre guillemets, aussi les innovations drivées par les grands dragons chinois. Et donc ça, c'est une action un petit peu gouvernementale pour maîtriser un petit peu les forces économiques à l'intérieur du pays qui se sont libéralisées à tout va. Et ça, je pense que Pierre connaît bien mieux que tous ce sujet. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir l'appréhension française et européenne de la norme, qui est une vision qui traduit souvent une perte de souveraineté, une volonté de réguler. Alors, il y a bien entendu des actions, et le sujet du RGPD est un excellent sujet qui montre qu'il y a une action positive qui a été entreprise par les Européens, qui a été très bien portée et qui aujourd'hui a une envergure internationale. Mais trop souvent, le sujet des standards et des normes
dans le sens franco-européen et souvent une espèce de manière de vouloir se protéger. Et la question, en fait, aujourd'hui, qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que normaliser, standardiser, c'est une manière d'accompagner l'innovation ou est-ce que c'est un frein à l'innovation? C'est un sujet qui mérite d'être posé voilà, dans des termes qui dépassent effectivement l'économie au sens strict du terme. Et j'imagine que Gilles Soufflin on pourrait le poser comme sujet pour le bac philo, ça. Mais c'est un excellent sujet. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits au MIT sur la notion de normalisation et notamment d'open source. On voit bien qu'il y a des acteurs qui reposent massivement sur des technologies ouvertes. Voilà, par exemple, aujourd'hui, les technologies de Facebook sont principalement des technologies ouvertes, y compris le hardware d'ailleurs. Et puis, vous avez de l'autre côté les fabricants de smartphones et les entreprises de biotechnologie qui sont plutôt dans une logique de fermeture. Et je pense que ce que tu as dit, Richard, est assez intéressant, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas uniquement le fait d'être capable de promouvoir une norme, c'est le fait d'être capable de susciter un écosystème autour de cette norme qui va l'employer, qui va la faire vivre, potentiellement qui va la forquer, la dériver, créer des subdéfinitions de cette norme qui parvient à réussir à faire ce genre de choses. Mais je dirais que d'une façon plus générale, à mon avis, on est quand même rentré dans une ère où la capacité à plateformiser est plus forte que la norme. C'est un peu le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que les très très grands acteurs aujourd'hui dans le domaine de la technologie, ceux qui sont le plus sécurisés, c'est ceux qui ont de la data plus que de la technologie. Mais pour reprendre l'exemple que donnait Richard, je trouvais intéressant sur le Bitcoin ou sur les monnaies, est-ce que, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les États sont en train de s'y intéresser de manière très forte. La Chine teste déjà son e-yuan qui est produit par la Banque centrale. La zone euro réfléchit à lancer une étude sur le sien, etc. Et comment va se trouver l'équilibre? Je suis d'accord que ça a été drivé par les usages, mais il y a un moment où l'usage et la norme vont devoir se rencontrer. Comment ça peut se faire? Ça dépend de quoi on parle, hein. Moi, je veux dire, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est l'économie des plateformes. Aujourd'hui, on voit bien, si je prends un cas que vous avez cité d'ailleurs, qui est celui d'Elon Musk, Elon Musk avait fait beaucoup de bruit à un certain temps en disant je mets toutes mes technologies en open source, elles sont utilisables par quiconque. Je pense qu'il ne l'a pas fait, hein. Pour que ce soit vrai, il continue d'ailleurs à prendre des brevets. Et un certain nombre d'acteurs de l'automobile continuent à ironiser sur le fait qu'il n'est pas passé réellement à l'acte, d'autant que il y a beaucoup de parts de cette technologie qui sont des technologies licenciées, notamment de technologies chinoises. Les batteries, ce sont des partenariats avec deux grandes entreprises chinoises pour pouvoir le faire. En revanche, je pense qu'il a quand même la prescience que finalement, ce qui lui permettra demain de justifier la valeur de son entreprise stratosphérique, c'est quand même la data qu'il accumule et qui lui permet de créer tout un tas d'expériences. C'est-à-dire qu'évidemment, du véhicule autonome, mais aussi des expériences en matière de maintenance, des expériences en termes de réutilisation des véhicules et de business models qui sont extrêmement différents, des expériences en matière d'entertainment, le fait de maîtriser les systèmes de loisirs à l'intérieur des véhicules. Donc, il y a cette logique. Encore une fois, je pense que c'est un peu le coup d'avant
et ça participe sans doute au maintien d'une valeur financière extrêmement élevée. Mais c'est quand même, à mon avis, la tendance qu'on voit. Je dirais même que dans le domaine médical, pour parler parfois avec des grandes entreprises médicales, on voit un peu la même chose. On est en train de passer de la chimie au protocole. C'est-à-dire que la chimie, c'est la molécule. Le protocole, c'est le processus qui va permettre d'avoir une maximisation de l'observance, une compréhension de pathologies qui sont parfois multifactorielles, et faire en sorte que puisse vraiment prendre par la main des patients grâce à la data. Donc je veux pas me prêter à un exercice de futurologie, mais je pense quand même qu'il y a une forme de mutation où la propriété de la data est supérieure à la propriété de la technologie. J'aimerais qu'on s'arrête ensemble, tous ensemble, hein, Richard, Gilles et Pierre, et vous, sur ce qu'on. Il y a un mot qui est à la mode depuis des années, c'est l'écosystème. Et tu en parlais, je crois, Gilles, tout à l'heure. Arrêtons-nous 2 secondes sur écosystème, consortium, qui sont a priori un petit peu les modèles vers les standards à créer et les normes qui suivent après. Qu'est-ce qui se passe en France et en Europe? Je vais être un peu directe. Je reprends par exemple une phrase d'une industrie dans l'aspirateur qui dit « Monsieur Dyson, vous n'allez pas nous apprendre à faire des aspirateurs ». Du coup, il a créé sa société. Tu parlais tout à l'heure du GSM, on parle évidemment des grandes heures de l'innovation européenne. On n'a pas un problème, sérieusement, dans cette façon d'aborder la créativité un peu folle, avec une vision sans doute un peu folle, et finalement la co-construction qui aujourd'hui semble pêcher. Est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui faire des consortiums intelligents? Est-ce qu'on arrive à construire des écosystèmes relativement puissants, pragmatiques, c'est en prenant en compte tous les facteurs? Voilà, pardon d'être un peu direct, mais j'ai le sentiment qu'on a un petit problème à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Gilles est peut-être mieux placé avec le Conseil national du numérique pour avoir le poste d'observation. Alors, je vais peut-être pas répondre avec cette casquette parce que en réalité, et c'est un peu en avance de phase que je vous dis ça, mais j'ai monté il y a maintenant 1 an un groupe de travail à l'Institut Montaigne dont l'objectif est précisément d'analyser au travers de l'Europe ce qu'on appelle les écosystèmes d'innovation. Donc, c'est marrant parce que c'est pour ainsi dire mot pour mot le sens de ta question. Ça fait 1 an qu'on travaille avec vraiment des gens de très grande qualité et on essaie à peu près de répondre à cette question. En fait, ce qu'on voit, je pense, c'est que il y a un certain nombre de facteurs qui concourent à l'émergence de l'innovation de rupture. Je vais les citer, hein, c'est très simple. C'est la concomitance de lieux entre du capital risque, des corporates, de la recherche, souvent la recherche d'ailleurs de nature universitaire, des incubateurs, des lieux d'incubation, et finalement d'avoir ces 4 facteurs à un niveau de taille critique qui est relativement élevé. Et en fait, cette dynamique-là, ce qu'on observe, et on le voit assez bien dans la data, c'est qu'elle existe, elle est vertueuse, elle a juste 30 ans de retard sur les États-Unis, et j'ai presque envie de dire de la Chine, parce que de façon assez étonnante, ce qu'on a pu regarder, ce qu'on a pu observer, c'est que le début du commencement de la Chine, au moment où la Chine a commencé à s'intéresser à l'économie numérique, en fait, moi je pensais que c'était plutôt 2010, en réalité c'est plutôt 98. Donc c'est beaucoup plus vieux. Cette structuration en Europe, on commence à la voir à la fin des années 2010. Alors les premiers, les plus en avance, c'est des environnements comme Cambridge, par exemple, Stockholm. C'est pas tout à fait l'Europe, mais néanmoins ça compte quand même. Haïfa ou encore Herzliya. Et voilà, on se donne un lac de 15 ans et on a des unicornes, voire des décacornes qui commencent à apparaître autour de cet univers. Et puis, quand vous avez des écosystèmes matures, comme c'est le cas aux États-Unis, en fait, vous avez tout l'environnement qui permet d'accélérer ça et de faire en sorte que vous avez des repeat entrepreneurs qui ont créé un PayPal une fois, qui ont repéré toutes les caractéristiques de l'écosystème, et puis dans certains cas, qui sont capables
de le dupliquer à une mesure complètement incroyable. C'est un peu ce qu'on voit. Il y a probablement des facteurs culturels, le fait d'être plus risk-taker dans certains environnements que d'autres. Ça, je vous avoue que on a énormément de difficultés à le quantifier. On ne nie pas que ça existe, mais on n'arrive pas, encore une fois, à concrètement le faire ressortir dans nos datas. Richard, tu veux répondre sur ce qu'on a discuté et ce qu'on discute toi et moi très souvent sur l'écosystème? Est-ce que l'écosystème français et européen est suffisamment bien structuré pour qu'on fasse émerger les futurs standards ou au moins essayer de jouer dans la cour? Gilles l'a bien résumé, il y a besoin de maturité, il y a un fil du temps qui aujourd'hui n'est pas dans à notre avantage. On voit bien que le curseur français et européen est un petit peu décalé par rapport à des écosystèmes plus matures et qui puisent leur histoire il y a bien longtemps déjà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par contre, sur d'autres registres, on a de véritables atouts et ce sont sur ces registres-là qu'il faut aujourd'hui accélérer. Le quantique qu'on citait tout à l'heure est un excellent exemple. On a une véritable, entre guillemets, culture du quantique en France dans ses différentes dimensions qui est extrêmement bien développée, bien déployée dans de nombreuses écoles, dans de nombreuses universités. Il est clair qu'il y a un besoin de surinvestissement dans le domaine, quand aujourd'hui on voit que les investissements vont plus à la digitalisation des services, c'est-à-dire on est encore dans le financement de l'ère du passé. Ça, c'est un vrai sujet, puisqu'il faut bien avoir en tête que on est en train de quitter l'ère de la transformation numérique, qui a démarré avec il y a déjà plusieurs décennies avec l'arrivée de l'informatique, une très forte accélération grâce à Internet. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir à peu près encore 20 ans de digitalisation, mais le gros des produits analogiques sont... Richard, on t'entend beaucoup moins bien. Je crois qu'il y a un frottement de micro quelque part. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est super, merci. Pardon. Donc on a encore 20 ans devant nous sur la transformation numérique, mais aujourd'hui déjà tout est un petit peu bien calé. Les agendas de médecins, voilà, ce Doctolib is. Le vrai sujet, c'est ces nouvelles technologies de rupture très fortes qui sont dans la deep tech. Donc ça va être dans l'analyse médicale. Donc bien entendu, dans le domaine de la santé, il y a énormément de choses. Dans le domaine des télécoms, il y a également de nombreuses choses à faire dans la dimension donc plus informatique, crypto, etc. Il y a également d'énormes ruptures à faire. Et le sujet, c'est comment aujourd'hui on dirige nos investissements de plus en plus vers cette deep tech versus la French Tech, entre guillemets, transformation numérique que l'on vit actuellement, sachant que, comme le disait Gilles, on a besoin de franchir un certain nombre d'étapes. Donc, c'est un vrai challenge que l'on doit vivre. L'une des clés, c'est le politique, puisque on voit bien que l'action de la BPI a été un facteur extrêmement fort. Maintenant, reste à savoir si la BPI va orienter également ses investissements vers des fonds qui vont abonder sur la partie deep tech et éviter aussi que nos chercheurs aillent chercher de l'argent. Parce que je crois qu'il y a un truc qui a énormément changé dans l'esprit des entrepreneurs français entre ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, pour avoir la chance de rencontrer ces différentes générations depuis maintenant 20 ans, c'est que la nouvelle génération va chercher de l'argent partout dans le monde. C'est-à-dire que si l'argent est américain, si l'argent vient d'autres pays, ça ne leur pose pas de problème quand il y a encore 10 ans. Je pense que très peu de Français
étaient capables de lever de l'argent en dehors de la France. Et, Pierre, juste ouais. un mot par rapport à ce que disait Gilles sur l'écosystème chinois. Et moi, j'ai assisté à sa naissance parce que, en fait, ce sont les étudiants qui étaient partis aux États-Unis, les premiers étudiants chinois à être entrés dans les grandes universités américaines, c'est le début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Ensuite, ils ont été embauchés par des boîtes américaines, ils sont restés. Ils ont commencé à avoir de l'expérience dans toutes les boîtes de la technologie et ils ont commencé à rentrer en Chine et à recréer ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient vu aux États-Unis. Et au tournant de 2000, il y a eu dans tout ce quartier nord de Pékin, qui est aujourd'hui la Silicon Valley de Pékin, il y a eu ce bouillonnement qui a été amené par des returnees, comme on les appelle. Moi, j'avais découvert ça. Il se trouve que j'ai eu un problème avec un Mac en 2001. Et il n'y avait pas d'Apple Store, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de concessionnaire Apple en Chine en 2001. Mais il y avait, en passant 2-3 coups de fil, on m'a donné un appartement au 17e étage d'une tour dans le quartier Chongguancun, qui est le quartier de l'innovation à Pékin. Et je suis allé là-bas et je suis tombé dans une antre d'Apple fans qui avaient tous fait Stanford et quelques universités américaines, qui étaient revenus avec leur Mac et qui avaient créé une structure de réparation, de soutien, de service pour les quelques utilisateurs de Mac qu'il y avait à l'époque en Chine. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient amené une culture avec eux. Et que c'est cette culture qui a été le premier seed, la première graine de cet écosystème en Chine. C'est passionnant à voir comment ça a été irrigué par ces gens qui sont arrivés avec une culture de l'innovation américaine, une expérience professionnelle d'une dizaine d'années dans les grandes boîtes et un réseau de finance, un réseau d'apports technologiques. Voilà. Et ça a donné ce qu'on voit. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Pierre, et qui est hyper intéressant parce qu'il y a effectivement donc une génération d'entrepreneurs chinois qui ont fait les plus grandes universités américaines. J'ai également eu cet effet de surprise, notamment avec Kaiser Kuo de Baidu, où je me souviens de ce dîner, ce Chinois de 1,90 m, les cheveux longs jusqu'aux fesses. Voilà, qui avait fait ses études aux États-Unis à Harvard, qui maîtrisait parfaitement tous nos sujets. Moi, un peu moins les siens. J'avais du mal à décoder un petit peu ce qu'il m'expliquait, notamment sur les sujets de voix. Il travaillait sur la voix, c'était il y a 7-8 ans. Il me racontait que c'était la priorité pour lui et pour Baidu à l'époque. Et il y a un point aussi. Et il y a un point d'avancée qui est très fort pour la Chine par rapport au reste du monde, c'est que ce sont des utilisateurs sur les nouvelles générations. Nous, Européens et Américains, on reste ancrés dans ce monde de l'informatique, dans ce monde de l'ordinateur, du laptop, voilà, le portable. Aujourd'hui, la Chine, l'Asie du Sud-Est ne connaît pas ces matériels-là, ces équipements-là. Ils sont sur des smartphones de dernière génération qui sont d'ailleurs beaucoup plus puissants que la plupart des ordinateurs aujourd'hui qu'on a utilisés ces dernières années. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de créer de nouvelles normes d'usage. TikTok est un super exemple de voir voilà, ce nouveau réseau social de vidéos courtes, verticales, etc. Ça vraiment, c'est né de l'usage des uns et des autres. Cette norme s'installe. Donc, du coup, on se retrouve dans des normes lesquelles on filme à la verticale, on filme court. Il y a une posture des uns et des autres aussi qui se normalise. Vous voyez, où la notion de norme peut aller loin sur la partie usage.
Et très clairement, la Chine ouvre un champ des possibles qu'il est difficile pour nous, Européens, d'anticiper, puisqu'on est ancré dans des usages qui sont beaucoup plus anciens et pas assez, pas assez flexibles. Et on voit bien aujourd'hui que, après avoir été drivé un petit peu par les États-Unis et les usages qui ont été déployés aux États-Unis, c'est vraiment la Chine qui drive les années à venir de ce point de vue-là. Et peut-être un jour l'Afrique. Probablement également, puisque c'est cette logique ils accèdent aux dernières technologies sans cet héritage que nous, on continue à vivre. Un point, je pense, intéressant, je voudrais juste souligner ce que disait à l'instant Pierre. Dans nos travaux, on essaye de quantifier l'importance des diasporas. Là aussi, malheureusement, on manque de données, mais on a l'intuition que c'est énorme, c'est fondateur. En fait, quand on observe les lieux, les écosystèmes les plus vertueux, c'est assez simple. Il y a Pékin, Zhangjiakoun, et effectivement, moi je suis très impressionné par le fait d'avoir des gens qui avaient une physionomie chinoise, mais qui n'en étaient pas en réalité. Il y avait une culture très anglo-saxonne, et c'est assez frappant, je trouve. Quand on va à Haïfa, à Tel Aviv, on a un peu le même sentiment. On tombe sur des gens qui viennent d'un peu partout. Je pense que quand on est dans London Tech City, franchement, on a ce sentiment également. La Silicon Valley, j'en parle même pas. Donc, il y a une espèce de brassage. Malheureusement, il faudrait des études extrêmement poussées pour réussir à quantifier de façon précise l'impact que ça peut avoir sur les écosystèmes d'innovation. On n'a pas eu les moyens de faire ça, mais on est assez convaincu que ça joue beaucoup. Quand j'avais eu un échange avec, moi j'avais eu à la fois à Tsinghua University à Pékin et puis à l'université de Shenzhen, on m'avait proposé de venir donner des cours et je leur avais dit mais pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne donner des cours? Vous avez des gens très compétents ici. Je me souviens que j'avais discuté avec le dean c'est la Southern University de Shenzhen. Il m'a dit mais en fait ce qui nous intéresse c'est d'avoir des gens qui viennent de partout parce que on pense que c'est vraiment ça la richesse. Et ça me frappe beaucoup parce que si je devais faire quand même une petite critique à l'écosystème français, je ne suis pas sûr qu'il a encore pris la pleine dimension de cette caractéristique. Oui, effectivement, c'est un point intéressant. Et la question des diasporas, justement, on évoquait l'Afrique. Moi, je traîne pas mal sur Clubhouse. Et sur Clubhouse, c'est très intéressant de voir que c'est un pont entre les gens qui sont en Afrique et les diasporas. Que ce soit les Nigérians, les Sénégalais, etc. Moi, je me suis retrouvé dans des rooms de 300-400 personnes avec des Sénégalais de Dakar, des Sénégalais de France, des Sénégalais du Canada ou des États-Unis, et qui sont pour beaucoup dans le secteur de la tech ou de l'innovation. Et effectivement, cette irrigation ou ce mouvement-là, il est porteur. Ouais, je voulais juste, pour terminer, rebondir sur notre logique en fait, de conquête à l'européenne, qui aujourd'hui passe quand même, soyons clairs, par du protectionnisme. Est-ce que pour construire des standards demain, c'est-à-dire être un peu fou et avoir une vision structurée d'un doute, parce que ça part sans doute d'un doute et un peu fou, est-ce que, et pour autant on a plein de gens fous, j'en suis certaine, et tant mieux, est-ce que cette logique de protectionnisme, je m'adresse à tous les deux, hein, Richard et Gilles, le RGPD, les plans à venir de Thierry Breton et des hautes instances, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut menacer nos jeunes créatifs de demain, dans le sens de
voilà, est-ce que ça ne tuera pas un petit peu de créativité? Ça ne va pas leur faire peur finalement? Moi, c'est un peu ma crainte en fait. C'est bien de se protéger, de créer des barrières et une forme d'éthique sur nos grands enjeux d'aujourd'hui, mais je me pose quand même la question de savoir quelle posture ça va donner demain vis-à-vis des jeunes qui vont avoir envie, avec leurs doutes et leurs folies, d'entreprendre. D'abord, un petit peu de contexte, et je pense que c'est important d'expliquer ça, c'est qu'il y a un débat au sein de la commission qui est peur de vouloir se protéger et que, en réalité, la seule chose qui nous permettra d'arriver à reprendre pied, c'est d'avoir une vision collective qui soit extrêmement utopiste. Voilà, et j'entendais, je crois, Richard parler du quantum computing, ou de l'IA, d'ailleurs, c'est fantastique. Il faut vraiment réussir à faire sortir ça des labos. C'est-à-dire que si c'est une poignée de personnes qui emmènent ça, je suis pas sûr qu'on réussira à transformer le monde avec ça. Parce que même si je prends des challenges passés qui ont été extrêmement élitistes, je pense à la conquête de la Lune par les États-Unis, on peut dire ce qu'on veut, ça a été porté par un pays. C'est-à-dire que tous les soirs, au journal télévisuel, on parlait de ce sujet-là. Les gens étaient super fiers. On a calculé qu'il y a eu plus de 2 millions d'Américains qui ont directement travaillé sur les programmes Apollo. Voilà, c'est absolument considérable. On a besoin de créer ce type de dynamique. Finalement, c'est paradoxal, mais ce qui permet d'emmener même parfois les pays dans les pires excès, c'est quand même les projets collectifs et c'est aussi ce qui permet de les emmener vers quelque chose d'incroyable. Je pense que, pour finir, une des dynamiques qui est vraiment intéressante au travers de la technologie, hein, c'est quand même ce challenge, ce défi qui se pose devant nous, qui est celui de l'environnement. Je crois beaucoup que le machine learning, la robotisation et probablement dans une certaine mesure le calcul de fréquence, le calcul quantique peuvent nous aider à résoudre ces défis. Protectionniste européenne, franco-européenne, qu'en penses-tu versus voilà, la conquête du monde? C'est une question qui m'est posée à moi ou... À Richard, qui peut-être ne nous entend plus. Non, si. Voilà, parce que je n'avais pas entendu. Moi j'abonde sur ce que dit Gilles. C'est effectivement un projet collectif très fort qui, plus que voilà, d'instaurer des normes qui aujourd'hui sont trop vues en Europe et principalement en France comme des moyens de contrôle, voilà, de répondre à des problématiques de souveraineté qui, de toute façon, on sera toujours en retard sur les sujets. À chaque fois qu'on a essayé de faire des consortiums, ou en tous les cas, et je pense à Quero, à Quant, on en rit encore. Sur le sujet des deep tech, contrairement au sujet de transformation numérique, il y a une ouverture mondiale qui est beaucoup plus forte des acteurs qui aujourd'hui sont dans ces domaines-là, parce que ce ne sont plus des étudiants d'HEC. Là, ce sont des étudiants, des personnes qui sont dans les labos publics, privés, dans beaucoup d'universités. Ils sont à des niveaux stratosphériques dans leur discipline, et ils ont des interactions beaucoup plus fortes à l'international. Je pense qu'il y a un vrai pari à avoir avec eux, de
de les accompagner, d'amplifier tout ce qu'ils font. Car comme le dit Gilles, il faut pas laisser juste les 500 personnes qui font le quantique aujourd'hui en France. Seuls, il y a un vrai besoin de leur apporter du financement, parce que si on ne le fait pas, d'ailleurs, ce seront d'autres acteurs qui le feront, et on verra justement notre savoir-faire, voilà, tous ces talents partir vers d'autres horizons, ce qui ne fera qu'affaiblir encore plus nos économies européennes. Non, ils vont tous rester à la maison, toutes et toutes, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont des grandes talentueuses chercheuses dans le monde de la recherche. Tu veux lire la remarque de notre ami Quam, cher Pierre? Vas-y. Oui, je trouve qu'il a la bonne conclusion. Il dit la Silicon Valley a démontré que même les normes les plus débiles n'empêchent pas des gens innovants de créer SpaceX. Voilà, c'est ça. Et ça me rappelle aussi une discussion là-bas avec Sam Hoffman, ce Français qui faisait partie de l'équipe de Steve Jobs à l'ère du Macintosh, qui a créé 3 standards, notamment dans l'imagerie médicale, dans la radio, qui est à Palo Alto et qui a dit exactement la même chose. Une idée un peu débile au départ, mais plein de gens et plein de fourmis, plein de Forrest Gump qui courent après. Et ça peut faire un truc. Un grand merci, Richard et Gilles. On refera ça bientôt, j'espère. On se refait une discussion comme ça en direct avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venus en live. Merci. Bravo pour ces thèmes passionnants. On se refait, à bientôt. Merci beaucoup, Pierre. Merci Demain matin, la chronique est sur quel thème? Sur la guéguerre à Jersey entre les Français et les Anglais, qui est un truc débile comme c'est pas permis, de s'envoyer des navires de guerre pour une querelle sur l'interprétation d'un accord de pêche. C'est complètement fou que voilà, une semaine après la ratification de l'accord, on se retrouve avec cette situation. Je pense que je pense que les deux pays doivent faire tout ce qu'il faut pour empêcher que ce genre de choses se passe. C'est dément. C'est dément, exactement. Bon, alors c'est à retrouver demain matin à 8h17 sur France Inter dans la matinale avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. Merci beaucoup, merci à tous, toutes d'être venus sur ce live. On se retrouve bientôt sur un autre thème et à bientôt. Bonne soirée Pierre. Merci à tous. Ciao.